d'une société. H commence par sélectionner 8 étudiants. « Je suis ophtalmologue et je suis chargé de tester votre vue », baratine-t-il. Il sort un carton blanc sur lequel est dessiné un trait noir, appelé segment de référence. Puis il dégaine de l'autre main un second carton portant 3 autres traits. L'un est plus court que le segment de référence, l'autre plus long, le troisième de même mesure. Puis H pose sa question. Lequel des 3 segments est de même longueur que celui de référence ? Hyper facile, le trait le plus court a 2,5 cm de moins que celui de référence et le plus long 2,5 cm de plus. Les 8 étudiants doivent répondre à tour de rôle à voix haute et toujours dans le même ordre. L'expérience compte 12 essais. À chaque essai, un nouveau jeu de 3 traits est proposé. Le segment étalon reste, quant à lui, inchangé. Les 8 candidats semblent être des étudiants pris au hasard. En réalité, 7 d'entre eux sont des complices de Solomon H. Le faux ophtalmo. Leur mission, induire le 8e candidat en erreur. Bien sûr, ce dernier ne sait rien de la mise en scène. Il est ce qu'on appelle, dans ce genre d'expérience, le naïf ou le cobaye. L'expérience commence. Le cobaye est en avant-dernière position. Au premier essai, pas de problème. Tout le monde répond correctement. Deuxième essai, pareillement. Mais au troisième essai, le premier candidat donne une réponse erronée, et ce, sans la moindre hésitation. Comble de la surprise pour le naïf, les 5 suivants le suivent dans son erreur. Le 8e aussi. Dans un premier temps, cela semble le faire rigoler. Mais au fur et à mesure que les essais se succèdent, que ses collègues répondent invariablement faux, le naïf devient agité, se passe la main dans les cheveux, se mord les lèvres. Finalement, il cède assez vite à la pression du groupe et donne les mêmes réponses fausses que les autres, alors que ses yeux lui crient la bonne réponse. H n'en revient pas. Il était persuadé que seul un tout petit nombre d'entre eux allait réagir de la sorte. Or, c'est une personne sur 3 qui finit par donner des réponses délirantes. Une proportion énorme, surtout lorsqu'on sait que pris individuellement, 99% des naïfs répondent correctement. La question n'est peut-être pas encore assez facile, se dit H dans un premier temps. Il refait donc le test avec une différence de 7,5 cm entre les traits. Il faut maintenant vraiment être bigleux pour se tromper. Résultat, encore un tiers des personnes disent le contraire de ce qu'ils voient. H en reste comme 2 ronds-plans. Comment expliquer qu'au lieu de faire confiance à nos propres sens, nous préférons nous en remettre au jugement des autres ? Pourquoi nous laisse-t-on influencer ? H prend les cobayes à part et les questionne, et s'aperçoit vite qu'ils se rangent en 2 clans distincts. Les suiveurs et les indépendants. Rares sont en effet ceux chez qui l'influence du groupe ne fonctionne qu'une fois sur 2. Soit le sujet fléchit dès le départ et s'aligne aux autres, soit il résiste durant toute la durée de l'expérience, seul contre tous. Reste à savoir pourquoi les suiveurs suivent. Certains avouent avoir répété l'avis de la majorité par peur d'être mal vus. D'autres expliquent que les autres étudiants ne peuvent pas tous avoir tort. H décide d'explorer ces 2 explications. Pour vérifier le poids du regard des autres, il a eu l'idée de refaire la même expérience au détail que les cobayes apprennent lorsqu'ils arrivent qu'il est trop tard pour y participer. Ils peuvent néanmoins y prendre part en notant les réponses qu'ils auraient fournies si l'occasion leur en avait été donnée. Leurs méthodes sont ensuite transmises secrètement à l'examinateur. Pour H, c'est un bon moyen de comprendre si c'est la peur de passer pour un imbécile qui fait de nous des suiveurs. Les participants donnent-ils de bonnes réponses lorsqu'ils sont en dehors du groupe ? Oui, les résultats le confirment. Mais les bonnes réponses n'atteignent pas quand même les 99% obtenus lorsque les participants sont interrogés individuellement. La peur de l'opinion d'autrui n'explique donc pas tout. H se met donc à creuser le second argument avancé par les suiveurs. Les autres ne peuvent pas tous avoir tort. Pour ce faire, le candidat a un allié. Il n'est plus seul contre tous. Un autre étudiant ose dire tout haut ce que sa perception dicte tout bas au naïf. Avec ce nouveau scénario, le pourcentage de suiveurs chute aussitôt. L'unanimité est donc un autre élément clé du suivisme. C'est elle qui déconcerte les gens, car elle crée un dilemme. Alors qu'on est habitué à faire confiance à ses propres sens, là, le jugement des autres les remet en cause. Et cela parce que l'être humain a aussi tendance à faire confiance à la majorité. Voilà le dilemme. Qui suivre ? Son jugement ou celui de la majorité ? Les premiers résultats de H peuvent donc paraître inquiétants, car ils nous révèlent que nous sommes bien plus moutonniers que notre amour-propre ne veut bien l'admettre.
Mais en pointant du doigt l'importance de l'unanimité, H prouve aussi que le vent peut vite tourner dans les petits groupes. Un allié suffit pour que le naïf réussisse à tenir tête à la pression du groupe. Qu'un seul audacieux se manifeste chez les indécis, les hésitants et tous ceux que le dilemme paralysait, se mettent à résister à leur tour. À partir du moment où la majorité est fragilisée, elle perd toute influence. Un bon argument en tout cas pour ne plus se taire lorsqu'on n'est pas d'accord. Grand 2, des études scientifiques. Petit 2, le cas de Kitty Genevoise. Comment demander à un inconnu de vous porter secours? Cette question ne devrait jamais se poser. Pourtant, on l'a tous constaté, nous ne sommes pas toujours en sécurité, même au milieu d'une foule donnée de gens. Vous, par exemple, peut-être vous êtes-vous fait insulter ou menacer en pleine rue sans que personne ne se soit soucié de vous. Heureusement, cela s'est bien terminé. Mais cela ne l'a pas été le cas de Kitty Genevoise. Une nuit de mars 1964, la jeune femme s'est fait assassiner sous le nez de ses voisins. Pourtant, personne n'allait prévenir les secours. Et pourtant, ils auraient eu le temps. L'agression a duré plus de 35 minutes et elle a fini par la mort de Kitty, plantée par 17 coups de couteau. Alors, pourquoi les voisins de Kitty n'ont-ils rien fait? A priori, c'était de braves et d'honnêtes citoyens, comme vous et moi. Et si un jour il vous arrive la même chose qu'à Kitty, il y aura-t-il quelqu'un pour venir à votre secours? Spontanément, peut-être pas. Mais rassurez-vous, l'homme n'est pas si mauvais. Quand, par exemple, pour les besoins de la recherche, on simule un faux malaise ou un faux accident en présence d'un individu isolé, celui-ci prévient immédiatement les secours ou porte directement assistance à la personne. Et ceci dans quasiment 100% des cas. Mais à plusieurs, ça se gâte. Le problème, c'est lorsque ces bonnes gens se retrouvent en groupe. Car alors, au lieu de se stimuler, elles se paralysent mutuellement. La preuve par les psychologues Bill Blatan et John Darley à la fin des années 60. Ils organisent un débat après avoir isolé 6 étudiants dans des pièces différentes. Chacun dispose à tour de rôle de 2 minutes de temps de parole. Pour éviter d'interrompre celui qui parle, les micros sont coupés durant l'intervention. L'expérience commence et le débat bat son plein. Soudain, l'étudiant qui a la parole, en réalité un complice des chercheurs, feint la crise d'épilepsie. Leurs interphones éteints, la logique voudrait que l'on sorte immédiatement prévenir les chercheurs. Quand ils sont seuls, ils le font dans effectivement 85% des cas. À 2, le pourcentage tombe à 62%. Et avec l'expérience à 5, le pourcentage tombe à 31%. Pourquoi une telle différence? D'après les psychologues qui ont réalisé l'expérience, quand on assiste seul à une agression ou à un malaise, on sait que le sort de la victime dépend de nous, et on agit en conséquence. En revanche, plus il y a de témoins, plus ce sentiment de responsabilité diminue. On se dit qu'un autre a sûrement déjà agi ou va le faire, et on se sent d'autant moins coupable de ne rien faire. Mais alors, comment demander de l'aide efficacement? En tant que victime potentielle, quel est l'enseignement à tirer de ces travaux? C'est que si l'on veut obliger les personnes à vous venir en aide, il faut à tout prix éviter l'éparpillement de la responsabilité. L'idéal serait de recentrer sur une seule personne. Désignez-la du doigt, fixez-la dans les yeux et interpellez-le. Vous, avec le t-shirt noir, aidez-moi. D'autant que certaines situations incitent moins que d'autres à venir en aide spontanément, notamment quand il y a un doute sur la réalité du danger. Ce clochard allongé au milieu de la route, est-il à l'agonie ou juste en train de cuver son vin? Et cet homme et cette femme qui se chamaillent, un accrochage entre inconnus qui va mal tourner ou juste un couple en pleine scène de ménage? Pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, l'idéal serait d'aller se renseigner auprès des intéressés. Mais en général, on ne le fait pas, car on a trop peur de se faire envoyer balader si la victime n'en est pas tue. Du coup, dans le doute, on fait mine de rester calme et impassible, et on cherche nos questions en observant du coin de l'œil l'attitude des autres. Le problème, c'est que, bien souvent, ils font la même chose que nous. Ils doutent, mais ne le montrent pas. Résultat, chacun, trompé par le comportement de ses voisins, conclut à tort qu'il n'y a pas urgence. Ainsi, Darley et Latan ont montré que 75% des individus isolés qui avaient observé de la cheminée sortant par-dessus une porte donnaient l'alarme. Mais il n'était que 38% à signaler quand il y avait 3 témoins, et plus de 10% si parmi 3 témoins, il y avait 2 qui avaient reçu pour consigne de faire comme s'il ne se passait rien. Soyez direct. Un conseil donc.
Si, par malheur, c'est vous la victime, évitez de laisser les passants tergiverser pendant